Le vaisseau dérivait dans l'obscurité cosmique, immobile comme une pensée suspendue. Autour de lui, les étoiles pulsaient faiblement, minuscules éclats dans l'immensité froide. À l'intérieur, une lumière bleutée baignait une salle circulaire où des parois translucides affichaient des flux de données en mouvement constant. Au centre se tenait Xylar, grand, élancé, sa peau d'un gris pâle semblait presque minérale. Ses yeux, larges et noirs, ne clignaient presque jamais. Son espèce n'avait pas besoin d'expression faciale pour communiquer. Les émotions étaient jugées inefficaces. Elles ralentissaient le raisonnement. Devant lui flottait une projection holographique, une petite sphère bleue et blanche tournant lentement sur elle-même. La Terre. Xylar inclina légèrement la tête. Espèce dominante, humaine. Constitution physique fragile. Structure osseuse faible. Émotions instables. Société divisée. Potentiel militaire. Primitif. Sa voix était calme, presque monotone. Autour de lui, d'autres silhouettes observaient en silence. Le conseil d'exploration attendait son rapport final. Depuis des cycles entiers, il surveillait cette planète située en bordure d'un bras galactique insignifiant. Ils se détruisent eux-mêmes pour des frontières imaginaires, poursuivit Xylar. Ils se battent pour des croyances invisibles. Leur histoire est une succession de conflits internes. Un léger frémissement parcourut l'assemblée. Chez son peuple, cela équivalait à un rire. L'un des conseillers prit la parole. Ont-ils développé une technologie capable de menacer notre flotte? Xylar fit défiler les données. Missiles nucléaires, stations orbitales rudimentaires, réseaux numériques saturés d'informations contradictoires. Leur puissance énergétique est instable. Leurs armes sont destructrices mais imprécises. Ils ne maîtrisent ni la gravité, ni la distorsion spatiale, ni l'énergie quantique. Ils sont confinés à leur atmosphère. Il marqua une pause. Ils sont fragiles. Sur l'écran, une séquence montrait un humain courant sous la pluie, protégeant son visage du vent. Une autre montrait un enfant pleurant. Une autre encore révélait une ville détruite par une guerre menée par d'autres humains. Ils sont gouvernés par la peur et l'impulsion, ajouta-t-il. Ils ne possèdent pas la discipline cognitive nécessaire pour rivaliser avec une civilisation unifiée. Le conseil resta silencieux quelques instants. Recommandation? Demanda enfin le haut stratège. Xylar observa la planète tourner. Les nuages dérivaient au-dessus des océans. Des lumières scintillaient du côté nocturne. Test d'interaction contrôlé, répondit-il. Démonstration de supériorité. Observation de leurs réactions. S'ils résistent au-delà des prévisions, nous réévaluerons. Sinon, assimilation progressive. Assimilation. Le mot résonna dans la salle comme une conclusion logique. Pour Xylar, il n'y avait aucune cruauté dans cette décision. Son peuple avait dépassé les guerres internes depuis des millénaires. Ils avaient éradiqué la maladie, optimisé leur génétique, supprimé les conflits émotionnels. Ils considéraient l'univers comme un espace à organiser, et la Terre était désordonnée. À des millions de kilomètres plus bas, sur cette planète ignorante d'être observée, la vie suivait son cours. Dans une grande ville, un homme fatigué rentrait chez lui, après une longue journée de travail. Dans un village isolé, une femme veillait son père malade. Dans un laboratoire, une scientifique ajustait un télescope, scrutant le ciel nocturne. Elle s'appelait Élise Moreau. Depuis plusieurs semaines, elle détectait une anomalie gravitationnelle aux abords du système solaire. Une perturbation subtile, presque imperceptible. Cette nuit-là, les instruments frémirent de nouveau. Élise fronça les sourcils. « Ce n'est pas une comète », murmura-t-elle. Les données indiquaient une masse immense en mouvement contrôlé. Son cœur accéléra. À bord du vaisseau, Xylar observait les signaux terrestres, les transmissions radio, les images satellites, les communications militaires. Ils ont détecté une variation, annonça un officier alien. Probabilité qu'ils identifient notre présence avant l'entrée orbitale? Demanda Xylar. Inférieur à 3%. Un silence satisfait parcourut la salle. Xylar agrandit l'image de la Terre. Il zooma sur des zones de conflit, des explosions, des soldats courant sous le feu, des civils en fuite. Ils sont déjà en guerre contre eux-mêmes, dit-il. Nous ne faisons qu'interrompre un processus chaotique. Pourquoi ne pas les ignorer? Demanda un jeune analyste. Leur monde est insignifiant. Xylar tourna lentement la tête vers lui. Toute espèce capable de développer la fission nucléaire en moins de 2 siècles possède un potentiel exponentiel. Si nous les ignorons, ils pourraient devenir une variable imprévisible dans plusieurs millénaires. Il marqua une pause. Nous préférons les variables contrôlées. Dans son laboratoire, Élise tenta de contacter ses supérieurs. Les lignes étaient saturées.
D'autres observatoires commençaient à signaler la même anomalie. Un objet massif venait d'apparaître au-delà de l'orbite de Mars. Puis un autre, puis plusieurs dizaines. Le ciel ne changea pas immédiatement. Il n'y eut ni explosion ni lumière aveuglante. Seulement une série de points sombres se déplaçant avec une précision mathématique. Les gouvernements furent alertés. Les armées mises en état d'urgence. Mais personne ne comprenait encore. À bord du vaisseau mère, Sylar donna l'ordre. Activation du voile partiel. Approche orbitale. Les moteurs ne produisirent aucun bruit. L'espace se plia autour d'eux comme un tissu invisible. La Terre grandit rapidement dans les écrans. Sylar ressentit une étrange sensation, non pas une émotion, mais une stimulation intellectuelle accrue. Il allait observer une espèce au moment précis où sa perception de l'univers basculerait. Il lève les yeux vers le ciel, rapporta un officier. Les réseaux humains explosaient d'images et de rumeurs. Les théories circulaient plus vite que les confirmations. Il spécule. Certains parlent d'invasion, d'autres d'illusion. Sylar laissa échapper ce qui, chez lui, équivalait à un sourire imperceptible. Il doute même face à l'évidence. Les premiers vaisseaux sortirent du camouflage au-dessus de l'océan Pacifique. Immenses, noirs, silencieux. Leur surface absorbait la lumière. Sur Terre, les satellites captèrent l'image. Le monde entier vit. Les réseaux cessèrent un instant de bourdonner, remplacés par un silence numérique sidéré. Dans son laboratoire, Élise regarda l'écran, incapable de respirer. Ce n'est pas possible. Maïsé. Sylar contempla la planète désormais consciente de leur présence. Transmission prête, annonça un technicien. Envoyé. Un signal unique, simple, traversa l'espace. Une suite mathématique universelle, suivie d'une représentation énergétique de leur flotte. Pas un message de paix, pas une menace explicite. Une démonstration. Sur Terre, les scientifiques reconnurent la signature intelligente. Les militaires analysèrent la puissance estimée des objets en orbite. Les calculs furent rapides. Ils étaient dépassés. Dans la salle du conseil, un murmure de satisfaction parcourut les aliens. Réaction émotionnelle intense détectée à l'échelle globale, dit un analyste. Peur, demanda Sylar. Oui. Mais aussi, coordination croissante. Sylar fronça légèrement les crêtes au-dessus de ses yeux. Coordination? Les nations interrompent certains conflits. Des communications d'urgence sont établies entre blocs rivaux. Un bref silence. Intéressant, murmura Sylar. Puis il secoua la tête. Cela ne changera rien. Il fixa la terre une dernière fois avant de prononcer la phrase qui scellerait le destin des deux espèces. Préparer la phase suivante. Autour de la planète bleue, la flotte alien se déploya lentement, comme une ombre refermant ses doigts. Et, pour la première fois de son histoire, l'humanité comprit qu'elle n'était plus seule. La guerre n'avait pas encore commencé, mais elle approchait. Le ciel ne changea pas de couleur. Il ne devint ni rouge, ni noir. Il resta bleu. Et pourtant, plus rien ne serait jamais comme avant. Au-dessus de l'océan Pacifique, les vaisseaux extraterrestres flottaient, immenses, silencieux, parfaitement immobiles. Leur surface sombre absorbait la lumière du soleil, comme s'ils découpaient des morceaux d'ombre dans le ciel. Partout sur Terre, les écrans retransmettaient les images en direct. Les grandes capitales suspendirent leur activité. Les avions reçurent l'ordre d'atterrir. Les marchés financiers chutèrent brutalement avant d'être arrêtés. Les réseaux sociaux explosèrent de théories, de prières, de cris virtuels. Dans son laboratoire, Élise Moreau fixait l'image agrandie de l'un des vaisseaux. Il ne montre aucune signature thermique classique, murmura-t-elle. Pas de combustion, pas de propulsion visible. Son collègue, pâle, répondit d'une voix tremblante. Ce n'est pas une visite diplomatique, n'est-ce pas? Élise ne répondit pas. Elle observait les données. Les objets n'étaient pas seulement en orbite, ils se repositionnaient. Stratégiquement, à bord du vaisseau mère, Sylar observait la planète avec un intérêt presque académique. Analyse des réactions, ordonna-t-il. Les écrans autour de lui affichèrent des milliers de flux humains. Communication militaire, déclaration politique, transmission civile. Panique initiale élevée, annonça un analyste. Activité militaire en augmentation. Tentative de contact radio multiple. Sylar inclina légèrement la tête. Il cherche à comprendre. C'est cohérent. Un officier ajouta. Certains signaux incluent des messages de paix. D'autres des avertissements. Des avertissements? Répéta Sylar. Ils menacent d'utiliser leurs armes nucléaires si nous approchons davantage. Un frémissement parcourut l'assemblée alien. Cette fois, ce n'était pas un rire. Sylar agrandit une image montrant les silos de missiles disséminés sur la planète.
Leur arme la plus puissante repose sur la fission atomique, primitive, mais destructrice pour eux-mêmes. Il observa quelques secondes supplémentaires, qu'ils les lancent. Ils se condamneraient plus vite qu'ils ne nous atteindraient. Il marqua une pause. Mais nous allons leur offrir une démonstration contrôlée. Les dirigeants mondiaux se réunirent en urgence. Les rivalités furent mises de côté. Pour la première fois depuis des décennies, des puissances opposées échangeaient des informations sans calcul stratégique. Une question dominait toutes les autres. Que veulent-ils? Puis la réponse vint. Sans avertissement, l'un des vaisseaux descendit lentement dans l'atmosphère, au-dessus d'une zone désertique inhabitée. Les radars saturés. Les armées se préparèrent, mais aucun tir ne partit. Le vaisseau s'immobilisa à quelques kilomètres du sol. Une ouverture circulaire apparut sous sa coque. Dans le ciel, une lumière blanche se concentra. À bord, Xylar observait attentivement. Cible. Secteur vide. Aucun centre de population, confirma un officier. Intensité minimale suffisante, ordonna Xylar. Un rayon jaillit. Silencieux. Il frappa le sol. Pendant une fraction de seconde, rien ne sembla se produire. Puis l'onde de choc souleva le sable sur des kilomètres. Une énergie inconnue traversa la croûte terrestre, vitrifiant la matière. Lorsque la lumière disparut, un cratère parfaitement circulaire de plusieurs kilomètres de diamètre marquait le désert. Aucune explosion nucléaire, aucune radiation détectable, juste une démonstration. Sur Terre, le silence fut total. Les analystes militaires recalculèrent immédiatement les estimations de puissance. Les chiffres dépassaient l'imaginable. Dans son laboratoire, Élise sentit son estomac se nouer. Ils auraient pu viser une ville, souffla-t-elle. Son collègue hocha la tête. C'est un avertissement. Élise fixa le cratère encore fumant sur l'écran satellite. Non, pensa-t-elle. C'était pire qu'un avertissement. C'était un message de supériorité. À bord du vaisseau mère, Xylar analysait les nouvelles données. Niveau de peur global. Maximal, annonça un technicien. Activité militaire, hésitation détectée. Ils comprennent, dit Xylar calmement. Un jeune officier s'avança. Devons-nous transmettre une exigence officielle? Xylar réfléchit. Son espèce ne fonctionnait pas par intimidation verbale. Les faits suffisaient. Non. Nous observons. S'il possède une capacité d'adaptation significative, elle se manifestera maintenant. Mais l'humanité n'était pas uniforme. Alors que certains gouvernements envisageaient la capitulation préventive, d'autres mobilisaient leurs armées. Des escadrons furent envoyés pour tester les défenses du vaisseau atmosphérique. Des chasseurs supersoniques approchèrent prudemment. À bord du vaisseau alien, les systèmes détectèrent immédiatement les appareils. Engines primitifs en approche, annonça un officier. Xylar observa les silhouettes minuscules sur l'écran. Ils attaquent malgré la démonstration, probabilité élevée. Un silence s'installa. Puis Xylar déclara. Neutralisation non létale. Désactivation. Les chasseurs humains verrouillèrent leur cible. Mais avant qu'ils ne puissent tirer, leurs systèmes s'éteignirent simultanément. Moteurs, radars, commandes électroniques. Les avions chutèrent. Les pilotes tentèrent désespérément de reprendre le contrôle. Certains réussirent à redémarrer partiellement leur système à basse altitude. D'autres s'écrasèrent dans le désert. À bord du vaisseau, les aliens observaient. Technologie perturbée avec une simple impulsion, commenta un analyste. Xylar resta impassible. Leur dépendance aux systèmes électroniques est une faiblesse majeure. Mais alors, un détail attira son attention. Certains appareils ont redémarré, signala un technicien. Impossible. L'impulsion était totale. Ils ont basculé en mode analogique d'urgence. Systèmes mécaniques indépendants. Xylar fixa l'écran. Les humains improvisaient. Malgré la panique, malgré l'infériorité. Intéressant, murmura-t-il de nouveau. Sur Terre, les images des avions chutants firent le tour du monde. La peur était immense. Mais quelque chose d'autre naissait. Une colère froide. Les réseaux militaires s'adaptaient déjà. Les ingénieurs cherchaient des solutions pour protéger les infrastructures contre de nouvelles impulsions. Les scientifiques comparaient les relevés énergétiques du rayon destructeur. Élise travaillait sans relâche. Ils utilisent une forme de manipulation gravitationnelle, couplée à une compression énergétique, dit-elle, presque pour elle-même. Son collègue la regarda, stupéfait. « Tu parles comme si on pouvait rivaliser. » Elle leva les yeux. « On n'a pas le choix. » À bord du vaisseau mère, les données continuaient d'affluer. Coordination scientifique mondiale détectée, annonça un analyste. Partage massif d'informations entre nations historiquement rivales. Xylar resta silencieux plus longtemps que d'habitude.
Ils apprennent, dit-il enfin. Devons-nous lancer la phase d'occupation? Demanda le haut stratège via liaison quantique. Szilard observa la Terre. Les humains étaient fragiles, mortels, divisés. Mais ils s'adaptaient vite. Plus vite que prévu. Pas encore, répondit-il. Intensifions la pression. Il donna un nouvel ordre. Plusieurs vaisseaux quittèrent l'orbite haute et se positionnèrent au-dessus de centres stratégiques, bases navales, complexes industriels, capitales. Pas d'attaque, juste une présence, écrasante. Dans les villes, les habitants levèrent les yeux vers ces ombres gigantesques suspendues au-dessus d'eux. Le message était clair. Nous pouvons frapper quand nous le voulons. À bord, Szilard prononça calmement que cette espèce comprenne la nature de sa fragilité. Mais sur Terre, au lieu de s'effondrer, quelque chose se consolidait. Les conflits internes s'étaient us. Les armées coopéraient. Les scientifiques partageaient leurs secrets. Et dans des laboratoires, des esprits humains commençaient déjà à chercher la faille. La guerre n'avait pas encore éclaté officiellement, mais elle venait de commencer. La Terre ne dormait plus, même lorsque la nuit tombait. Les villes restaient éveillées, éclairées par les écrans, les projecteurs militaires et les silhouettes colossales suspendues dans le ciel. Les vaisseaux extraterrestres flottaient au-dessus des capitales comme des dieux silencieux, indifférents aux prières et aux menaces. À bord du vaisseau mère, Szilard observait l'évolution de la situation avec une concentration méthodique. Activité humaine accrue dans les centres de recherche, annonça un analyste. Augmentation massive de la production industrielle. Réorganisation militaire coordonnée à l'échelle planétaire. Szilard croisa ses longues mains pâles derrière son dos. Il tente de compenser l'écart technologique par la quantité et l'adaptation rapide. Probabilité de succès? Demanda un officier. Statistiquement négligeable. Pourtant, il ne quittait pas l'écran des yeux. Quelque chose dans la vitesse de réaction humaine défiait ses projections initiales. Sur Terre, l'heure n'était plus au doute. Dans un centre de commandement souterrain, des généraux de plusieurs nations observaient une carte interactive montrant les positions des vaisseaux aliens. Ils n'attaquent pas, dit l'un d'eux. Ils attendent. Non, corrigea une voix calme derrière eux. Élise Moreau s'avança vers la table holographique. Ils testent. Ils évaluent notre réponse. Un silence s'installa. Les militaires n'étaient pas habitués à recevoir des analyses d'une astrophysicienne civile. Nous avons étudié l'impulsion qui a neutralisé nos avions, poursuivit-elle. Elle perturbe les systèmes électroniques en modifiant localement le champ gravitationnel. Mais elle n'est pas omnipotente. Un général fronça les sourcils. Vous avez une solution? Pas encore. Mais nous avons identifié une limite. Leur technologie semble calibrée pour une efficacité maximale à distance moyenne. À très courte portée, les variations deviennent instables. Les regards changèrent. Vous suggérez une attaque rapprochée? Élise inspira profondément. Je suggère que leur supériorité ne peut être pas absolue. À bord du vaisseau mère, une alerte retentit. Activité militaire inhabituelle, détectée dans l'hémisphère nord. Szilard agrandit l'image. Des convois se déplaçaient rapidement. Des missiles étaient repositionnés. Des avions décollaient. Ils préparent une offensive coordonnée, annonça l'analyste. Impossible, répondit calmement Szilard. Ils savent qu'ils ne peuvent pas percer nos boucliers. Pourtant, ils mobilisent toutes leurs forces disponibles. Un frémissement parcourut l'assemblée alien. Szilard resta impassible. Très bien. Qu'ils apprennent par l'expérience. Il donna un ordre bref. Autorisation d'invasion limitée. Secteur 3. Déploiement terrestre. Au-dessus d'une région côtière stratégique, un vaisseau alien descendit lentement. Cette fois, il ne se contenta pas de flotter. Des structures mécaniques émergèrent de sa coque. Des modules se détachèrent et plongèrent vers le sol, se posant avec une précision chirurgicale. Les premiers soldats aliens apparurent. Grands, élancés, protégés par des armures organométalliques, ils avançaient sans hâte. Leurs armes projetaient des impulsions d'énergie capables de désintégrer l'acier. Les forces humaines ouvrirent le feu. Missiles, artillerie, drones. Les premières salves frappèrent les boucliers aliens et se dissipèrent comme de la pluie sur du verre. À bord du vaisseau mère, les écrans affichaient les données en temps réel. Résistance humaine conforme aux prévisions, annonça un officier. Les troupes aliens progressaient méthodiquement, détruisant les défenses avec une efficacité clinique. Szilard observa sans émotion. Leur stratégie repose sur la saturation. Ils espèrent nous submerger. Il marqua une pause. Ils sous-estiment l'écart. Pourtant, sur le terrain, quelque chose d'inattendu se produisit. Les forces humaines cessèrent soudainement d'attaquer frontalement. Les unités se dispersèrent. Des escouades mobiles, légères,
rapides, commencèrent à harceler les flancs aliens. Des tirs ciblés visaient les articulations des armures. Des explosions souterraines déstabilisaient le terrain. Ils modifient leur tactique, signala un analyste alien. Xylar observa attentivement. Un soldat alien tomba, non pas désintégré, mais projeté au sol par une explosion précisément calibrée. Son armure clignota brièvement avant de se réactiver. Dommage mineur, annonça un technicien. Mais ce n'était pas le point. Les humains apprenaient en temps réel. Ils adaptaient leurs tirs à la fréquence des boucliers. Ils testaient différentes combinaisons d'armes. Ils communiquaient instantanément les résultats à d'autres unités. À bord du centre de commandement humain, Élise observait les flux de données. Ils ajustent leurs boucliers à chaque impact, dit-elle. Mais il y a un délai. Infime, mais réel. De combien? Demanda un officier. Quelques millisecondes. Le silence fut lourd. C'est suffisant, murmura le général. Sur le champ de bataille, une salve coordonnée fut lancée. Des tirs multiples, parfaitement synchronisés, frappèrent le même point d'un bouclier alien à une fréquence calculée pour dépasser sa capacité d'adaptation. Une brèche scintilla. Brève, mais réelle. Un missile pénétra. L'explosion projeta 2 soldats aliens à terre. À bord du vaisseau mère, une alarme retentit. Bouclier percé temporairement, Xylar se redressa légèrement. Répétez. Les humains ont synchronisé leurs tirs. Ils exploitent le délai de recalibrage. Un silence inhabituel envahit la salle. Perte? Demanda Xylar. 2 unités gravement endommagées. Ce n'était rien à l'échelle de leur puissance. Et pourtant, c'était la première fois qu'une défense alien cédait face à une attaque humaine. Sur Terre, la nouvelle se répandit comme une onde électrique. Ils pouvaient être touchés. Ils n'étaient pas invincibles. Les combats continuaient, violents, destructeurs. Les pertes humaines étaient lourdes. Les villes proches du front subissaient des dégâts massifs. Mais quelque chose avait changé. L'espoir. À bord du vaisseau mère, Xylar observait les données avec une concentration nouvelle. Ils compensent leur fragilité par une créativité tactique élevée, dit-il lentement. Un officier demanda. Devons-nous intensifier la puissance de feu et mettre fin à cette résistance? Xylar resta silencieux quelques secondes. Il aurait pu ordonner l'anéantissement total de la zone, rayer la côte de la carte, mettre fin à toute opposition. Mais il hésita. Passe par compassion, par curiosité. Non, répondit-il enfin. Maintenez le niveau actuel. Je veux mesurer l'étendue de leur adaptation. Cette décision, imperceptible à l'échelle cosmique, fut son erreur. Car pendant que les aliens cherchaient à analyser, les humains cherchaient à survivre. Et dans cette quête désespérée, ils devenaient imprévisibles. Sur le champ de bataille, une unité humaine réussit à capturer un fragment d'armure alien arraché lors d'une explosion, un simple morceau de matériau. Mais suffisant pour être étudié. Dans son laboratoire improvisé, Élise observa la surface étrange du fragment. « Vous n'êtes pas si parfait », murmura-t-elle. Au-dessus d'elle, dans le ciel obscurci par la fumée, les vaisseaux aliens restaient suspendus. Imposants, puissants, mais désormais vulnérables. À bord du vaisseau mère, Xylar fixait les rapports de perte, minimes mais réels. Une pensée nouvelle, fine comme une fissure, traversa son esprit. Et si la fragilité humaine n'était pas une faiblesse, mais un moteur, la guerre n'était plus une simple démonstration. Elle devenait une confrontation. Et pour la première fois, Xylar ne se moquait plus. Il n'y eut pas de déclaration officielle, aucun traité rompu, aucune annonce solennelle diffusée au monde. La guerre éclata simplement parce qu'elle ne pouvait plus être évitée. Au lever du jour, plusieurs vaisseaux aliens descendirent simultanément dans l'atmosphère terrestre. Cette fois, ils ne choisirent pas des zones désertes. Ils se positionnèrent au-dessus de centres stratégiques, ports militaires, complexes industriels, réseaux énergétiques. À bord du vaisseau mère, Xylar observait la carte holographique de la planète. Phase d'occupation partielle engagée, annonça un officier. Objectif: neutralisation des infrastructures critiques. Xylar hocha lentement la tête. Limiter les pertes civiles inutiles. Détruisez leur capacité organisationnelle, pas leur espèce. Ce n'était pas de la compassion. C'était une stratégie. Une civilisation intacte était plus facile à contrôler qu'un monde réduit en cendres. Sur Terre, les gouvernements n'avaient plus le choix. Les communications interceptées, les frappes ciblées, les pertes croissantes rendaient la situation claire. Il ne s'agissait plus d'une démonstration. C'était une invasion. Dans le centre de commandement international installé en urgence sous les Alpes, des représentants de dizaines de nations étaient réunis. « Nous sommes officiellement en état de guerre », déclara une dirigeante d'une voix ferme.
Personne ne protesta. La résolution fut adoptée en quelques minutes. Pour la première fois de son histoire, l'humanité se considérait comme une seule entité face à un ennemi commun. Les combats s'intensifièrent brutalement. Des vaisseaux aliens projetèrent des ondes de choc qui paralysaient les réseaux électriques. Des centres de données furent détruits. Des satellites tombèrent du ciel comme des étoiles mortes. Mais les humains avaient appris. Les infrastructures critiques furent déconnectées à temps. Des réseaux analogiques, longtemps considérés comme obsolètes, furent réactivés. Les armées déployèrent des équipements blindés contre les impulsions gravitationnelles. Dans son laboratoire souterrain, Élise travaillait sur le fragment d'armure alien récupéré. Elle avait passé des nuits entières à analyser sa structure. « Ce n'est pas un simple alliage », expliqua-t-elle à son équipe. « C'est une matrice adaptative. Elle réagit aux stimuli énergétiques. »« Peut-on la percer ?» demanda un ingénieur militaire. Élise hésita. « Oui, mais pas par la force brute. Il faut la saturer avec des fréquences irrégulières. Elle est conçue pour s'adapter à des attaques cohérentes, pas au chaos. » Un silence se fit. « Le chaos » murmura l'ingénieur. « Ça, on sait faire. » Sur le terrain, les affrontements devenaient plus féroces. Les soldats aliens avançaient toujours avec une discipline parfaite. Leurs mouvements étaient synchronisés, précis, presque mécaniques, mais les humains ne combattaient pas de manière uniforme. Des unités improvisaient, des civils transformaient des bâtiments en pièges, des hackers tentaient d'infiltrer les signaux aliens, même sans comprendre totalement leur technologie. À bord du vaisseau mère, les rapports devenaient plus complexes. « Pertes en augmentation », annonça un analyste. Les humains modifient constamment leurs tactiques. Utilisation d'ondes irrégulières, détectées. Xylar plissa légèrement les crêtes au-dessus de ses yeux. Ondes irrégulières? Oui. Ils génèrent des impulsions non prévisibles qui perturbent temporairement la stabilité de nos boucliers. Xylar observa une séquence vidéo d'un affrontement. Un groupe de soldats humains, encerclés, lança une série de décharges énergétiques improvisées à partir de générateurs modifiés. Les boucliers aliens scintillèrent de manière erratique. Une seconde plus tard, une explosion secoua la formation alien. « Comment ont-ils conçu cela si rapidement ?» demanda un officier. Xylar répondit sans quitter l'écran des yeux. « Ils apprennent sous pression. Leur capacité d'innovation augmente en situation critique. » Il marqua une pause. Leur fragilité les force à évoluer. Mais la guerre avait un prix. Dans les villes occupées, les civils vivaient dans la peur constante. Des immeubles effondrés, des rues désertes, des sirènes hurlantes. Les hôpitaux débordaient. Élise reçut un message vidéo d'un ancien collègue dont la ville venait d'être frappée. Les images montraient un quartier en ruine. « On tient encore », dit-il d'une voix fatiguée. « Mais ils sont organisés. Freud. Ils ne haïssent pas. Ils exécutent. » Après la transmission, Élise resta immobile. C'était peu, être cela le plus terrifiant. Les aliens ne ressentaient ni colère ni vengeance. Ils appliquaient une logique, et cette logique menaçait l'humanité d'effacement. Puis survint l'événement qui changea le cours du conflit. Lors d'une bataille au-dessus d'une grande métropole côtière, un vaisseau alien de taille moyenne descendit trop bas pour soutenir ses troupes terrestres. Les forces humaines lancèrent une offensive coordonnée basée sur les recherches d'Élise. Des missiles modifiés, équipés d'émetteurs de fréquences chaotiques, furent tirés en rafale. Les boucliers du vaisseau scintillèrent violemment. À bord, les techniciens aliens tentèrent de recalibrer les champs protecteurs. « Instabilité détectée », cria un opérateur. « Stabilisez immédiatement », ordonna Xylar via liaison. Mais cette fois, le délai fut suffisant. Un projectile pénétra la coque. Une explosion interne secoua le vaisseau. Sur Terre, des millions de personnes levèrent les yeux et virent l'impossible. Le vaisseau alien vacilla. Puis, lentement, il commença à chuter. À bord du vaisseau mère, le silence était total. Les données affluaient. Intégrité structurelle compromise à 47%. Système gravitationnel défaillant. Xylar sentit quelque chose de nouveau. Non pas de la peur, mais une rupture dans ses certitudes. Le vaisseau endommagé s'écrasa dans l'océan dans une explosion titanesque. Une onde de choc traversa l'atmosphère. Sur Terre, un cri collectif s'éleva. Il pouvait les abattre. Dans la salle de commandement alien, le haut stratège apparut en projection lumineuse. « Expliquez », dit-il d'une voix glaciale. Xylar répondit avec précision. « Les humains exploitent une faille adaptative dans nos boucliers. Leur imprévisibilité génère un chaos que nos systèmes ne compensent pas assez vite. Vous aviez qualifié cette espèce de fragile. » Xylar resta silencieux une fraction de seconde. « Elle l'est physiquement.
mais pas stratégiquement. Le haut stratège fixa la projection de la Terre, intensifiait les frappes, écrasait leur capacité d'innovation. Xaylar hésita, puis répondit. Si nous augmentons la puissance au maximum, nous risquons de détruire les ressources que nous cherchons à exploiter. Alors adaptez-vous plus vite qu'eux, conclut le stratège avant de disparaître. Dans son laboratoire, Élise observa les images du vaisseau en flammes. Des larmes coulèrent sur son visage. Pas de joie, de soulagement et de terreur, car si l'humanité pouvait frapper, cela signifiait que les aliens riposteraient plus violemment encore. La guerre venait réellement d'éclater. Plus de démonstrations, plus d'observations distantes. Deux civilisations se heurtaient désormais frontalement. Au-dessus de la planète meurtrie, la flotte alien se repositionna, plus serrée, plus menaçante. À bord du vaisseau mère, Xaylar contempla la Terre. Il ne se moquait plus, il calculait. Et, pour la première fois, il se demandait si cette guerre serait plus longue que prévu. La guerre avait changé de visage. Ce n'était plus une succession de démonstrations de puissance alien, suivies de ripostes humaines désespérées. C'était devenu un affrontement prolongé, brutal, imprévisible. Les lignes de front bougeaient chaque jour. Certaines villes étaient libérées, d'autres tombaient sous contrôle extraterrestre. Mais malgré les destructions, l'humanité ne s'effondrait pas. Elle se transformait. Dans un hôpital souterrain installé sous une ancienne station de métro, des médecins travaillaient sans relâche. Les générateurs grondaient. Les couloirs improvisés étaient remplis de blessés, soldats et civils confondus. Élise traversait les lieux en silence. Elle n'était pas médecin, mais elle avait voulu voir, comprendre ce que signifiait vraiment cette guerre. Une jeune infirmière, épuisée, lui adressa un sourire fragile. « Vous êtes la scientifique, n'est-ce pas? Celle des fréquences ?» Élise hocha la tête. « On dit que grâce à vous, on a abattu un de leurs vaisseaux. » Élise baissa les yeux. Grâce à beaucoup de gens. Un cri de douleur retentit dans une salle voisine. Un chirurgien demandait plus de lumière. Un générateur secondaire venait de tomber en panne. Et pourtant, malgré la fatigue, malgré la peur, personne ne quittait son poste. Cette scène frappa Élise plus profondément que n'importe quel rapport militaire. Les humains étaient fragiles. Ils saignaient. Ils tremblaient. Ils pleuraient. Mais ils restaient. Sur le front nord, une unité de résistance humaine se préparait à une mission presque suicidaire. Leur objectif, infiltrer une zone occupée et placer des émetteurs chaotiques à proximité d'un centre de commandement alien. Le capitaine Karim Vasseur observa son équipe. « On aura peu, être pas de seconde chance, » dit-il calmement. Mais chaque seconde qu'on leur fait perdre permet à d'autres de respirer. Personne ne répondit. Ils savaient. Ils avançaient dans les ruines d'une ville autrefois lumineuse, se déplaçant dans l'ombre des immeubles effondrés. Au-dessus d'eux, un drone alien balayait les rues d'une lumière froide. Un soldat humain trébucha. Karim le releva sans un mot, fragile, mais solidaire. À bord du vaisseau mère, Xaylar observait les statistiques. Les pertes humaines dépassent désormais nos estimations initiales, annonça un analyste. Pourtant, leur niveau de résistance ne diminue pas, ajouta un autre. Xaylar fixait les projections. Leur morale reste élevée malgré les pertes massives. Cela défie la logique rationnelle, dit un officier. Non, répondit Xaylar lentement. Cela révèle une variable que nous avons sous-estimée. Il agrandit une série d'images interceptées. Des civils aidant des inconnus, des soldats protégeant des enfants, des scientifiques partageant leurs découvertes sans se soucier du prestige. Ils sont liés par des structures émotionnelles complexes. Attachement, empathie, sacrifice. Le mot resta suspendu dans l'air. Sacrifice. Dans la culture alien, ce concept n'existait plus depuis des millénaires. Chaque individu servait l'optimisation collective, mais aucun n'agissait par attachement personnel. Cette caractéristique augmente leur résilience, conclut Xaylar. Un silence suivit. Pour la première fois, il ne parlait plus d'eux comme d'une espèce inférieure. Dans la ville occupée, l'équipe de Karim atteignit sa cible. Un centre alien installé dans un ancien complexe administratif. Des structures organométalliques pulsaient doucement autour du bâtiment, connectées au vaisseau en orbite. On place les émetteurs et on se replie, murmura Karim. Ils se dispersèrent, mais une patrouille alien surgit au coin d'une rue. Le combat fut immédiat. Les armes humaines crépitèrent, irrégulières, imprévisibles. Les boucliers aliens scintillèrent. Un soldat humain tomba, puis un autre. Karim serra les dents. Continuez. Un des membres de l'équipe, blessé à la jambe, réussit à fixer le dernier émetteur avant de s'effondrer. C'est activé, souffla-t-il. Une onde chaotique se propagea. À bord du centre alien,
Les systèmes vacillèrent brièvement. Sur le vaisseau mère, une alerte clignota. Perturbation locale significative. Xylar observa la zone. Ils ont infiltré une zone contrôlée? Oui. Malgré nos patrouilles. Sur Terre, Karim traînait son camarade blessé vers un point d'extraction. Une explosion les projeta au sol. Lorsqu'il se releva, le blessé ne respirait plus. Karim resta figé une seconde. Puis il ferma doucement les yeux de son ami. Et continua. Dans son laboratoire, Élise reçut les données de l'attaque. Ça a fonctionné, murmura-t-elle. Mais la victoire était minuscule face à l'immensité du conflit. Elle repensa au visage à l'hôpital, au regard déterminé malgré la douleur, aux messages envoyés par des inconnus qui proposaient leurs compétences, leurs idées, leur aide. Fragile, oui, mais capable de se relever encore et encore. À bord du vaisseau mère, Xylar contemplait la Terre. Les humains mouraient par milliers. Pourtant, leur résistance ne s'effondrait pas. Au contraire, elle se renforçait. Pourquoi persiste-t-il? Demanda un jeune officier alien. Xylar répondit après un long silence. Parce qu'ils se battent pour plus que leur survie biologique. Pourquoi alors? Il observa une transmission interceptée, montrant une mère serrant son enfant dans un abri. Pour leur lien, il se tourna vers la baie vitrée donnant sur l'espace infini. La fragilité humaine n'était pas une faiblesse isolée. Elle était la source de leur attachement. Et cet attachement alimentait leur courage. Xylar comprenait désormais une chose troublante. Plus ils subissaient de pertes, plus leur détermination se consolidait. La guerre n'était plus une simple équation stratégique. Elle devenait un affrontement entre deux visions de l'existence. Et pour la première fois, le doute s'installait véritablement dans l'esprit de l'alien, qui s'était autrefois moqué de l'humain fragile. Le silence, à bord du vaisseau mère, n'était plus le même. Autrefois, il était synonyme de maîtrise, de calcul parfait, d'assurance froide. Désormais, il était chargé d'une tension imperceptible. Les écrans affichaient des courbes qui ne suivaient plus les projections initiales. Les pertes aliens restaient faibles en comparaison de celles des humains, mais elles augmentaient. Et surtout, elles devenaient imprévisibles. Xylar se tenait seul dans la salle d'observation, face à l'immense baie donnant sur la Terre. La planète portait désormais les cicatrices visibles de la guerre. Panache de fumée, éclairs énergétiques dans l'atmosphère, satellites détruits dérivant comme des débris funèbres. Rapport stratégique? Demanda-t-il sans se retourner. Un officier répondit. Les humains ont stabilisé plusieurs fronts. Ils exploitent systématiquement nos délais d'adaptation. Leur coordination mondiale dépasse les modèles anticipés. Et leur morale? Toujours élevée. Un léger silence. Malgré les pertes massives, Xylar ferma brièvement les yeux. Cela défiait la logique statistique. Toute espèce rationnelle confrontée à une puissance supérieure aurait dû se fragmenter, céder, négocier. Les humains, eux, s'unissaient davantage. Dans un centre de recherche profondément enfoui sous terre, Élise examinait de nouvelles données extraites d'un fragment technologique alien récupéré lors d'une escarmouche récente. « Regardez ici », dit-elle à son équipe. Sur l'écran, une structure énergétique complexe apparaissait. Leur système de synchronisation repose sur un réseau centralisé. Chaque unité reçoit des mises à jour constantes depuis leur vaisseau en orbite. Un ingénieur fronça les sourcils. « Vous voulez dire que si on perturbe la liaison, leurs troupes perdent en efficacité ?» termina Élise. Le silence se transforma en concentration intense. Pour la première fois, ils n'étaient plus seulement en train de réagir. Ils envisageaient d'attaquer la structure même de la supériorité alien. À bord du vaisseau mère, une communication prioritaire s'ouvrit. La silhouette lumineuse du haut stratège apparut. « Les résultats ne sont pas conformes aux prévisions », déclara-t-il. Xylar resta droit. « Les humains possèdent une capacité d'adaptation supérieure à nos estimations initiales. Vous aviez affirmé que leur fragilité limiterait leur résistance. » Un silence. « Leur fragilité physique est réelle, » répondit Xylar, « mais elle est compensée par une plasticité comportementale exceptionnelle. » Le stratège fixa la Terre en projection. « Nous pouvons mettre fin à cette guerre immédiatement. Une frappe orbitale totale, éradication des centres industriels, effondrement écologique contrôlé. » L'idée était simple, brutale, définitive. Xylar sentit une tension inhabituelle traverser son esprit. Cela détruirait les ressources biologiques et minérales que nous recherchons. Elles peuvent être reconstituées. Pas leur potentiel évolutif, répondit Xylar sans réfléchir. Un silence lourd suivit cette phrase. Le stratège plissa légèrement les yeux. Vous semblez hésitant. Xylar ne répondit pas immédiatement. Hésitant? Ce terme n'avait jamais été associé à lui. Pourtant,
Il ne pouvait ignorer ce qu'il observait depuis des cycles. Les humains apprenaient à une vitesse exponentielle. Chaque tentative de domination renforçait leur cohésion. « Autorisez-moi à poursuivre l'analyse », dit-il finalement. Une éradication totale serait une solution inefficace à long terme. Le stratège observa longuement son commandant. Puis la projection disparut. Sur le terrain, les combats continuaient, mais quelque chose changeait subtilement. Les unités aliens, privées momentanément de certaines liaisons perturbées par des interférences humaines, montraient de légères désynchronisations, des retards minuscules, des décisions moins fluides. Le capitaine Karim Vasseur, désormais marqué par la fatigue et la perte, remarqua la différence. « Il ne bouge plus comme avant », dit-il à son équipe. « Vous êtes sûr ? » ?»« Oui. » Ils hésitent une fraction de seconde. Cette fraction suffisait parfois. Les humains intensifièrent leurs attaques ciblées sur les relais énergétiques détectés. Chaque succès, même minime, nourrissait un nouvel espoir. À bord du vaisseau mère, les alarmes se multiplièrent. Perturbations réseau dans plusieurs secteurs. Réduction de l'efficacité tactique de 3,7%. Un officier s'exclama. Ce n'est pas significatif. Xylar répondit calmement. Si, c'est le début d'une courbe. Il agrandit les graphiques. Les humains ne cherchaient plus à rivaliser en puissance brute. Ils attaquaient la coordination, la structure, l'ordre parfait. Et Xylar comprenait enfin le cœur du problème. Son espèce avait éliminé le chaos de son évolution. Les humains, eux, l'avaient intégré. Leur désordre apparent était une source de créativité. Leur individualité générait des solutions inattendues. Là où les aliens optimisaient, les humains improvisaient, et l'improvisation perturbait la perfection. Seul dans la salle d'observation, Xylar regarda une transmission interceptée. Un groupe de civils reconstruisait un pont détruit, sous la menace constante d'une attaque. Ils travaillaient vite, sans supervision centrale, sans calcul stratégique global, simplement parce qu'ils refusaient d'abandonner. Xylar ressentit une sensation inconnue. Ce n'était pas de l'admiration, pas encore, mais ce n'était plus du mépris. Il comprenait désormais que leur fragilité était liée à leur capacité d'attachement, et que cet attachement alimentait leur résilience. « Nous les avons mal évalués », murmura-t-il pour lui-même. Pour la première fois depuis le début de la mission, il envisagea une possibilité impensable. Et si la supériorité technologique ne suffisait pas? Et si la guerre ne pouvait être gagnée uniquement par la puissance? Derrière lui, les écrans continuaient d'afficher des données. Devant lui, la Terre tournait lentement. Bleu, blessé, mais toujours debout. Le doute n'était plus une fissure. Il devenait une fracture dans les certitudes de Xylar. Et cette fracture pourrait décider de l'issue de la guerre. La guerre atteignit son point de rupture au cours d'une nuit sans lune. Les deux camps le sentaient. Les humains, épuisés mais déterminés, avaient concentré leurs forces autour d'une opération unique, frapper le cœur du réseau alien. Non plus les troupes au sol, non plus les vaisseaux secondaires, le vaisseau mère, celui de Xylar. Dans le centre de commandement souterrain, Élise fixait la projection orbitale. « Nous avons identifié une fenêtre », expliqua-t-elle. Lorsque le vaisseau mère redistribue l'énergie vers les unités terrestres, son noyau gravitationnel diminue légèrement en intensité pendant 2 secondes. Un général la regarda. « C'est ridicule. 4 secondes, c'est suffisant, » répondit-elle. Le plan était insensé. Coordonner des frappes orbitales, des impulsions chaotiques et un tir expérimental basé sur la technologie alien récupérée. Une seule chance. Si nous échouons, dit calmement Karim Vasseur, ils n'hésiteront plus à tout raser. Personne ne le contredit. À bord du vaisseau mère, Xylar observait les données. Il savait. Les perturbations humaines n'étaient plus dispersées. Elles convergeaient. Activité énergétique inhabituelle en orbite basse, annonça un officier. Il prépare quelque chose, dit Xylar. Il ne ressentait plus de mépris. Seulement une lucidité froide. Renforcer le noyau central. Cela affaiblira temporairement nos unités au sol. Xylar hésita, puis répondit. Maintenez la distribution actuelle. Un officier tourna la tête, surpris. Commandant, ils veulent que nous réagissions par excès de protection. Ils comptent sur notre rigidité. Un silence. Nous allons observer. C'était un pari, le plus risqué depuis le début de la guerre. Sur Terre, le compte à rebours commença. Les satellites restants s'alignèrent. Les générateurs souterrains montèrent en charge. Les équipes militaires retinrent leur souffle. 3, 2, 1. Les premières impulsions chaotiques frappèrent les relais secondaires aliens. À bord du vaisseau mère, les écrans clignotèrent.
Perturbations multiples. Maintenez les flux, ordonna Xylar. Puis le moment arriva. Pendant 2 secondes, le noyau gravitationnel réduisit sa puissance pour redistribuer l'énergie. Élise cria. Maintenant. Un faisceau concentré, fruit d'années de recherche humaine compressé en quelques semaines de guerre, jaillit depuis une plateforme orbitale improvisée. Il frappa le vaisseau mère, pas le bouclier externe. Le cœur. À bord, une onde de choc traversa la structure. Les lumières vacillèrent. Brèche interne détectée. Les officiers aliens tentaient de stabiliser les systèmes. Xylar resta debout, immobile. Il observa les chiffres défiler. Pour la première fois, ils étaient en dessous du seuil critique. Ils ont compris notre architecture, murmura un analyste. Une seconde frappe suivit, plus violente. Le noyau gravitationnel se mit à vibrer dangereusement. Sur Terre, les écrans montraient l'impensable. Le vaisseau mère, immense silhouette noire dominant la planète depuis le début de la guerre, scintillait de l'intérieur. Il n'était plus intouchable. Karim serra les poings et « Continuez. Ne leur laissez aucun répit. » Les batteries humaines tirèrent tout ce qui restait. C'était leur dernière réserve. À bord, les alarmes hurlaient. Perte de contrôle partiel. Les unités terrestres se désynchronisent. Xylar comprit alors l'ampleur de l'erreur initiale. Ils avaient sous-estimé non pas la technologie humaine, mais leur capacité à apprendre sous la menace de l'extinction. Le haut stratège apparut en projection instable. « Évacuez immédiatement », ordonna-t-il. « Lancez la frappe d'annihilation avant le repli. » Xylar regarda la Terre à travers la baie fissurée. Une frappe d'annihilation. Il en avait désormais l'autorité. Un seul ordre, et la planète deviendrait un monde stérile. La guerre se terminerait. Mais à quel prix? Il repensa aux images observées. Les civils reconstruisant, les soldats protégeant, les scientifiques collaborant au-delà des frontières. Fragiles, mais capables de transformer la peur en unité. « Commandant !» cria un officier. « Le noyau va céder. » Le stratège hurla. « Exécutez l'ordre. » Xylar prit sa décision. Non. Un silence absolu envahit la salle. Annulation de la frappe d'annihilation. Priorité à l'évacuation des survivants. Le stratège fixa Xylar avec une fureur glaciale. « Vous trahissez la directive. »« Je corrige une erreur d'évaluation, » répondit Xylar calmement. À cet instant, une explosion interne déchira le vaisseau mère. La structure se fractura. Les systèmes gravitationnels s'effondrèrent. Sur Terre, la gigantesque silhouette commença à basculer lentement hors de son orbite stable. Des fragments incandescents se détachaient. Les vaisseaux secondaires, privés de coordination centrale, se dispersaient en retraite chaotique. Un cri collectif monta de la planète. Ce n'était pas encore la victoire, mais c'était l'effondrement de la domination alien. À bord d'une capsule d'évacuation, Xylar regardait son vaisseau se désintégrer lentement au-dessus de la Terre. Son œuvre, sa certitude, son orgueil, réduit en fragments lumineux. Il ne ressentait ni honte, ni colère, seulement une compréhension nouvelle. Ils avaient cru que la fragilité humaine était un défaut. Elle était leur force évolutive. La capsule s'éloigna, entraînée par les derniers vaisseaux en fuite. Derrière lui, la flotte alien battait en retraite. Devant lui, la Terre survivait. La guerre touchait à sa fin, et l'alien qui s'était autrefois moqué de l'humain fragile venait d'apprendre la leçon la plus fondamentale de son existence. Le silence qui suivit la bataille fut plus assourdissant que toutes les explosions. Pendant des jours, le ciel resta couvert de traînées lumineuses, les débris du vaisseau mère se consumant dans l'atmosphère. Les vaisseaux aliens survivants avaient quitté l'orbite terrestre, disparaissant dans l'obscurité spatiale sans un dernier tir. Ils étaient partis, la guerre était terminée, mais la victoire n'avait rien de triomphal. Les villes portaient les cicatrices profondes du conflit, des quartiers entiers étaient en ruine. Les réseaux électriques fonctionnaient par intermittence, des millions de personnes étaient déplacées. Pourtant, au milieu des gravats, quelque chose d'invisible s'était consolidé. L'unité. Des drapeaux nationaux flottaient encore, mais ils n'étaient plus les symboles dominants. Partout, des équipes mixtes reconstruisaient. Ingénieurs, soldats, civils, scientifiques. Les frontières semblaient moins importantes qu'avant. Élise marchait dans ce qui avait été autrefois un centre de recherche moderne. Le bâtiment n'était plus qu'une carcasse métallique. Elle ramassa un fragment calciné d'un ancien ordinateur. Ils avaient gagné. Mais à quel prix? Une voix l'appela derrière elle. Karim Vasseur, le visage marqué par la fatigue et les cicatrices, s'approcha. « Les premières estimations parlent de millions de morts, dit-il doucement. Élise hocha la tête. Et pourtant,
On est encore là. Ils levèrent les yeux vers le ciel désormais vide. Il paraissait plus vaste qu'avant. Plus fragile, aussi. Dans l'espace lointain, une capsule dérivait silencieusement. À son bord, Zaylar observait la Terre qui s'éloignait lentement. Les autres vaisseaux de sa flotte battaient en retraite vers les confins du système solaire. Le haut stratège avait ordonné le repli complet. La mission était considérée comme un échec stratégique. Xylar, lui, n'utilisait plus ce mot. Il repensait à l'instant précis où il avait refusé la frappe d'annihilation. Ce n'était pas un acte de faiblesse. C'était une reconnaissance. Son peuple avait atteint la stabilité parfaite depuis des millénaires. Plus de conflits internes, plus de chaos, plus d'improvisation. Mais en éliminant la fragilité, ils avaient aussi éliminé une forme d'élan. Les humains, eux, vivaient dans l'instabilité permanente. Leur corps pouvait se briser, leur société pouvait vaciller, leur monde pouvait brûler. Et pourtant, ils se relevaient. Xylar activa un enregistrement personnel. « Rapport final », dit-il d'une voix calme. L'espèce humaine ne doit pas être considérée comme inférieure en raison de sa vulnérabilité biologique. Sa fragilité constitue le moteur principal de son adaptation. Toute future interaction devra intégrer cette variable essentielle, la résilience émotionnelle. Il marqua une pause. Recommandation, observation à distance. Aucun nouvel engagement hostile. Il coupa l'enregistrement. C'était peu. Être le premier rapport de son espèce à contenir une forme implicite de respect. Sur Terre, les scientifiques analysaient encore les fragments de technologie aliens tombés dans les océans et les déserts. Des avancées extraordinaires naissaient déjà de ces débris, nouvelles sources d'énergie, progrès en physique gravitationnelle, systèmes médicaux améliorés. Mais cette fois, les gouvernements avaient pris une décision inhabituelle. Les découvertes seraient partagées mondialement. La guerre avait montré ce que la division coûtait. Dans une grande assemblée internationale, un représentant déclara « Nous avons survécu non pas parce que nous étions les plus forts, mais parce que nous avons appris à nous unir. » Élise écoutait en silence. Elle savait que l'humanité n'était pas soudainement devenue parfaite. Les conflits reviendraient, les désaccords aussi, mais quelque chose avait changé à jamais. Il savait désormais qu'il n'était pas seul, et qu'il pouvait résister. Un soir, Élise retourna dans son ancien laboratoire partiellement reconstruit. Elle ralluma le télescope. Le ciel était calme. Aucune ombre gigantesque. Aucune flotte menaçante. Juste les étoiles. Karim entra discrètement. « Vous pensez qu'ils reviendront ?» Elle réfléchit. « Peut-être, mais pas de la même manière. » Dans l'espace, à des millions de kilomètres, la capsule de Xylar accélérait vers l'inconnu. Il observa une dernière fois la petite planète bleue. Autrefois, il l'avait regardée avec condescendance. Il s'était moqué de l'humain fragile, de ses émotions instables, de ses conflits internes, de sa courte existence. Il comprenait maintenant ce qu'il n'avait pas su voir. La fragilité oblige à choisir, à protéger, à aimer malgré la peur. Et cette capacité rend imprévisible, puissante. La Terre n'était pas la civilisation la plus avancée technologiquement, mais elle possédait quelque chose que son peuple avait presque oublié, la capacité de se transformer sous la pression. La capsule disparut dans l'obscurité interstellaire. Sur Terre, le soleil se leva sur un monde blessé, mais vivant. Un monde fragile. Et désormais, un monde respecté. La guerre avait éclaté parce qu'un alien s'était moqué de l'humain fragile. Elle s'était terminée parce qu'il avait compris ce que signifiait réellement être fragile.